Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 cracks à suivre pour l'année 2026. Donc, on va commencer directement avec celui que vous voyez ici à l'image déjà, c'est Estevao, bien sûr. Donc, pour moi, Estevao, s'il se blesse pas, il sera évidemment sélectionné à la Coupe du Monde 2026 et pour moi, il sera sûrement titulaire. Lors des 4 derniers matchs de préparation avec le Brésil, il était 3 fois titulaire et buteur lors de chacune de ses titularisations. Ça a fait 4 buts en 3 titularisations au total. Et quand on regarde, le Brésil, ils ont beaucoup de joueurs à gauche, notamment Vinicius, Rafinha, Martinelli ou même Rodrigo, qui à la base est un ailier gauche, même s'il joue à droite par défaut au Real Madrid. Et du coup, à droite, je suis quasiment sûr que Estevao va s'imposer. C'est un peu la tendance des derniers matchs. C'est un peu ce qu'Ancelotti a l'air de vouloir faire. Et étant donné que le Brésil a des difficultés à choisir son animation offensive, surtout à gauche, Estevao étant tellement bien en place sur le côté droit, je pense qu'il arrivera à la Coupe du Monde dans des meilleures dispositions que n'importe qui. Et donc mon take assez intéressant, tu sais que je pense qu'Estevao c'est pas le meilleur brésilien, c'est pas le meilleur joueur brésilien pour l'instant à ce stade de sa carrière parce évidemment il y a des Rafinha, il y a des Vinicius qui sont toujours devant lui ou d'autres joueurs à d'autres postes, même des Gabriel etc. Mais c'est pas le meilleur joueur offensif du Brésil. Mais pour moi, Estevao sera le meilleur joueur du Brésil durant la Coupe du Monde 2026 parce que il sera en confiance et qu'il sera à un poste où il sera très peu concurrencé et très bien installé. Il aura eu de la continuité tout au long de la saison avec les matchs de préparation, ainsi que le grand nombre de matchs que le Brésil et toutes les équipes sud-américaines jouent lors de leur qualificatif pour la Coupe du Monde. Maintenant, à Chelsea, il a également un gros coup à jouer. Son match contre le Barça l'a vraiment révélé, surtout son but qui a été exceptionnel et qui a vraiment mis la lumière sur lui. Mais il doit continuer de confirmer dans cette compétition. Malgré tout, il en est déjà à 3 buts en seulement 5 matchs joués de Champions League, ce qui sont des très bons totaux et ce qui sont des totaux de joueurs déjà installés alors que Estevao, il a que 18 ans. Il faut aussi qu'il soit toujours plus décisif en championnat, mais il y montre encore une fois des choses déjà très intéressantes et très prometteuses. Il est cinquième en XG par 90 minutes parmi tous les ailiers de Première Ligue. Il est top 3 de Première Ligue parmi tous les joueurs en expected assist par 90 minutes. Et il est également top 3 en dribble réussi par 90 minutes de Première Ligue. Donc c'est des stats, comme j'ai dit, très prometteuses et qui montrent vraiment que ce joueur, il a un talent hors du commun, qu'il est capable de faire des choses que très peu d'autres joueurs sont capables de faire sur le terrain et qu'il a encore une marge de progression qui est énorme, notamment au niveau du taux de réussite, du taux de conversion, etc. Et moi, je pense que l'année 2026, ça va être l'année d'Estevao. C'est pour ça que je l'ai mis en premier dans cette vidéo. Maintenant, le deuxième joueur que j'ai mis dans cette vidéo, c'est un Français et c'est Warren Zaïre-Emery. Après une saison compliquée en 2024-2025, durant laquelle il a peu joué, on pensait revivre la même chose en début de saison, mais on a vécu un retournement de situation. Depuis ce début de saison, il fait d'excellents matchs et il a une très bonne continuité, notamment depuis la trêve d'octobre. Durant cette trêve, il a joué en EDF Espoir pour garder justement la continuité et un peu se relancer. Et depuis le retour de cette trêve, donc le 17 octobre, il a joué les 9 matchs possibles en Ligue 1, en étant titulaire à chaque fois et en jouant 6 fois 90 minutes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait de vraies bonnes performances, que ce soit défensivement comme offensivement. Je pense au match contre Strasbourg, je pense au match contre Le Havre, ou je pense plus récemment au match contre Rennes, qui était une vraie bonne performance collective également. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en LDC, il a beaucoup plus d'importance que les dernières. Il a été, depuis la trêve encore d'octobre, 4 fois titulaire en 4 matchs. Il a joué 3 fois 90 minutes. Il a fait de vraies bonnes perfs. Je trouve qu'on le Bayer Leverkusen récemment et également l'Athletic Club où il a bien tenu Nico Williams, qui a eu beaucoup de difficultés à le passer sur son côté gauche. On le revoit bien comme à ses débuts, avec des bons contrôles orientés, des portées vers l'avant, des duels gagnés, des retours défensifs cruciaux, etc. Il est devenu très fiable dans ce couloir droit en l'absence d'Hakimi et il a vraiment su combler les manques du PSG en ce début de saison, ce qui lui a valu d'ailleurs un retour en équipe de France A, très mérité. En parlant d'EDF, lui, il a vraiment un coup à jouer la Coupe du Monde 2026, Zaïre Emery, parce qu'il est capable d'apporter de bonnes choses en sortie de banc dans ce couloir droit qui reste assez indécis entre Koundé et Gusto. Koundé qui est sur une dynamique étrange, Gusto qui est un bon joueur, mais on a parfois un peu des doutes sur sa capacité défensive. Et il a même, Zaïre Emery, peut-être un coup à jouer en tant que titulaire dans un milieu de terrain qui est tout aussi indécis, voire plus, et où les places restent à prendre selon moi. Même si, bon, la tendance qu'il dessine, ça reste plus Tchouaméni, Manu Koné, et je pense que ça serait très bien, mais Zaïre Emery peut vraiment, vraiment avoir un gros coup à jouer dans ce niveau-là. Maintenant, le troisième joueur que j'ai mis dans cette vidéo, c'est Arda Güler. Donc Arda Güler, il va avoir une saison qui est très rythmée. Il aura les barrages de la Coupe du Monde à jouer en mars dans une équipe turque qui est très intéressante et surtout qui a une qualification très prenable. D'abord, ils ont la demi-finale contre la Roumanie, la demi-finale du mini-tournoi de barrage. Et s'ils gagnent contre la Roumanie, donc qui est un adversaire très prenable, ils affronteront le vainqueur du match Kosovo-Slovénie. Donc si la Turquie sort de son mini-tournoi qui est selon moi très prenable,
il se retrouvera dans un groupe qui est tout autant avec les USA, le Paraguay et l'Australie, qui est selon moi l'un des plus simples, voire le plus simple de toute la Coupe du Monde. Donc ça va être une année 2026 à fort enjeu pour Arda Güler, tout autant avec la sélection nationale qu'avec le Real Madrid, bien sûr, parce que cette année, il a changé de statut, il s'est imposé comme un joueur majeur cette saison. Il est top 4 en passe décisive de tout le championnat de la Liga. Notamment, on avait une bonne connexion avec Mbappé. Il me semble que quasiment l'entièreté de ses passes décisives, d'ailleurs, ont été adressées à Kylian Mbappé. C'est l'un de leurs joueurs les plus importants et influents dans le jeu. Et même s'il a connu un peu une perte de vitesse depuis le retour de Bellingham, car il a été remplacé un peu plus en retrait, il faut absolument que le Real trouve une solution pour qu'ils soient plus complémentaires, parce que pour moi, ce serait extrêmement bénéfique à leur jeu. Ça va être donc intéressant de suivre comment le Real va s'adapter, car ils doivent vraiment progresser l'année 2026 s'ils veulent jouer ce que le Real doit normalement jouer, c'est-à-dire la finale des champions. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir quelle place aura Güler dans le Real 2026. Et donc ça, plus le fait il va avoir un rôle extrêmement important pour la Turquie en sélection nationale. Donc vraiment très envie de suivre sa saison. Maintenant, en parlant du Real Madrid, le quatrième joueur de cette vidéo, ça va être Hendrik. La deuxième partie de saison pour Hendrik, elle va être extrêmement sympathique à suivre parce que le prêt à Lyon, qui est vraisemblablement déjà fait, et lui aussi, il a une sélection en Coupe du Monde à aller chercher où il peut clairement trouver une place en tant que numéro 9 titulaire de l'équipe du Brésil. Ça paraît fou de dire ça à l'heure actuelle, mais comme je disais tout à l'heure, le Brésil a vraiment beaucoup de mal à trouver son animation offensive. Richarlison, je suis pas sûr qu'il ait convaincu Ancelotti ces derniers rassemblements, même avec Tottenham, il a un peu de mal. C'est un joueur qui est combatif, c'est un joueur qui est intéressant dans le duel de haut jeu, mais pour autant, je suis pas sûr que ce soit un joueur qui puisse vraiment amener le Brésil très haut dans une Coupe du Monde. Et on sait que pour gagner la Coupe du Monde, il y a besoin d'un numéro 9 performant et il y a besoin d'un numéro 9 qui fait des différences dans le jeu. Et je suis pas sûr que Richarlison puisse le faire. Et pour moi, Hendrik, c'est un joueur qui est capable de le faire. Je trouve que voilà, son image en a pris un peu un coup du coup du fait de cette saison et de la saison un peu dernière où il a beaucoup moins joué. Mais vraiment, c'est un joueur en lequel je place beaucoup d'espoir. Ce prêt peut véritablement relancer sa saison. Si ce prêt, il se passe bien, bien sûr. Et accessoirement, ce prêt, comme je dis, s'il se passe bien, ça peut faire réfléchir le Real sur sa place au sein du club l'année suivante. Ça peut relancer le débat du numéro 9, justement, parce que si Vinicius part, ce qui est une possibilité qui est de plus en plus évoquée, un remplacement de Mbappé à gauche serait sûrement la résultante, et ce qui conduirait peut-être à mettre Hendrik en pointe avec lui. Après, ça reste beaucoup de si et de mais franchement, on sait jamais. Moi, comme j'ai dit, Hendrik, j'ai beaucoup d'espoir en lui, et je pense que cette deuxième partie de saison et cette année 2026, ça va être vraiment, vraiment palpitant à suivre, parce que je pense qu'il peut faire de très bonnes choses en Coupe du Monde avec le Brésil et regagner une place au sein d'un des plus grands clubs du monde. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, j'ai mis Lennart Karl. Donc, comme pour Hendrik, il doit aller chercher une sélection en Coupe du Monde, même si à l'heure actuelle, pour lui, ça paraît de plus en plus évident, voire bien plus évident qu'Hendrik. Ça peut faire prendre un tournant très différent à sa saison qui s'annonce déjà folle. Karl est en effet devenu le plus jeune joueur à marquer 3 buts en 3 titularisations de LDC en dépassant Mbappé. Il a mis 2 buts et une passe D sur ses 4 derniers matchs de Bundesliga en ayant joué seulement 70% des minutes. Et c'est également le seul joueur à avoir inscrit un but contre Arsenal en LDC cette saison. À 17 ans, il fait des choses qui sont déjà assez incroyables. Il a des petits appuis qui sont très vives, des changements de direction vraiment impressionnants et des enchaînements de dribble frappe très rapides. Il est top 15 de Bundes en dribble réussi par 90 minutes. Il est top 3 de Bundes, tous joueurs confondus, en XG plus XA par 90 minutes, derrière Kane et Olysée, qui sont ses deux coéquipiers quand il joue en attaque. Et il est également top 4% des attaquants d'Europe en termes de ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Donc Karl, c'est un joueur qui est très dangereux dans le dernier tiers, et pour moi, ça fait que commencer. Il faudra cependant voir quelle place il aura dans le Bayern de compagnie, qui ambitionne clairement d'aller chercher la LDC, ou au moins d'être dans le dernier carré. Surtout avec le retour de Moussiala, de sa blessure qu'il avait subi contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Ça va peut-être limiter les minutes de Karl, mais sait-on jamais, ce joueur il est capable de prendre la place de n'importe qui, même si le Bayern c'est un club qui est offensivement très compétitif, parce qu'il y a Gnabry qui revient très bien, il y a Moussiala justement qui revient, et il y a évidemment Olysée, Kane et encore d'autres choix. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la liste de Nagelsmann en juin et je suis convaincu qu'il peut trouver un rôle important dans l'effectif si jamais il est sélectionné. Donc voilà, c'était un peu mes cracks à suivre pour l'année 2026. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quels joueurs que j'ai pas cités vous voudriez mettre en avant, d'autres joueurs à suivre qui auront peut-être un mot à dire et un statement à faire sur cette année 2026. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la prochaine. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.